Merci, Monsieur le maître de cérémonie, Monsieur le doyen ou le vice-doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire accrédités en République du Mali, Monsieur le secrétaire général du ministère, Monsieur le chef de cabinet, Mesdames, Messieurs les chefs de service, mes premiers mots sont d'abord des mots pour vous adresser mes vœux de bonne et heureuse année. C'est la première fois que nous nous rencontrons depuis le début de la nouvelle année. Je sais que vous vivez avec nous, vous êtes avec nous, vous partagez nos joies et nos peines. C'est le lieu aussi de vous exprimer au nom du président de la transition, chef de l'État, de vous adresser nos sentiments de gratitude pour votre accompagnement, votre présence parmi nous, et vous prier aussi de transmettre ces vœux au souverain et chef d'État que vous représentez ici au Mali, en espérant que la nouvelle année apporte à chacun de nous la paix, la prospérité, le développement, un épanouissement au plan personnel comme au plan professionnel. Ceci dit, nous nous rencontrons une nouvelle fois dans le cadre de ce que je souhaite qu'il soit un échange, une conversation entre nous, parce qu'il y a eu beaucoup de développements récemment de l'actualité. Nous n'avons pas pu nous rencontrer beaucoup plus tôt, mais je voulais pouvoir partager avec vous nos perspectives sur un certain nombre de développements importants qui se sont passés, sur lesquels certainement beaucoup d'entre vous avaient certainement des perspectives, des interrogations, et sur lesquelles nous pouvons tenter de vous donner des éléments d'appréciation et aussi pouvoir vous entendre en retour par rapport à vos craintes, vos préoccupations et vos appréciations. Je voudrais à cet égard pouvoir identifier certainement 4 points essentiels de nos échanges, mais vous pourrez aussi dans vos questions et réponses élargir à d'autres sujets de préoccupation. J'espère seulement pouvoir avoir les réponses à toutes les questions qui vous préoccupent. Naturellement, je voudrais que nous puissions parler de la caducité de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Il y a eu beaucoup de développements à cet égard. Je voudrais pouvoir parler de cela. Je voudrais aussi pouvoir partager avec vous nos éléments d'appréciation par rapport au retrait de la CEDEAO, mais aussi pouvoir constater avec vous les avancées par rapport au retrait de la MINUSMA, là où nous en sommes maintenant. Et enfin, je voudrais pouvoir parler également de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Ça me semble être les points phares sur lesquels nous voudrions pouvoir échanger. Commençant peut-être par le premier point, qui est le point qui est essentiel, qui touche un peu à tous les Maliens, c'est par rapport à l'annonce qui a été faite par le gouvernement, ou en tout cas le constat que nous avons fait par rapport à la caducité de l'accord pour la paix et la réconciliation, parce que de notre point de vue, il ne s'agit même pas de parler d'une dénonciation, parce qu'il y avait déjà un processus de pourrissement qui était enclenché depuis un moment, parce que depuis plus d'1 an, vous vous êtes rendu compte, certains groupes signataires, parce que je ne peux pas dire tous, c'est pas tous, certains groupes signataires ont décidé depuis 1 an de ne pas s'associer au processus, en tout cas de quitter la table de discussion. Et après ça, nous avons aussi constaté le fait que certains groupes signataires se soient alliés à des groupes terroristes. Je pense que ceci s'est fait surtout suite aux actions qui étaient engagées par le gouvernement du Mali, conformément à la résolution du Conseil de sécurité pour prendre possession des emprises qui devaient être laissées vacantes par la MINUSMA. Malheureusement, des échanges avec nos frères, il a été toujours indiqué qu'il n'était pas nécessaire
d'aller dans une confrontation militaire autour de ces emprises, parce que nous sommes dans un processus de paix et non un processus de partage de territoire. Et que le fait pour l'armée d'occuper les emprises ne devait en aucune manière être perçu comme un acte belliqueux. Malheureusement, je crois que ces appels n'ont pas été entendus. Et bon, et finalement, il y a eu quelques affrontements autour de la prise de certaines emprises sur le terrain, et de façon même très claire, beaucoup de ces mouvements, sur le plan opérationnel comme sur le plan stratégique, ont fait des alliances pratiquement déclarées avec des groupes terroristes, et il y a eu des attaques meurtrières contre les forces de défense et de sécurité, mais aussi contre les populations civiles, y compris l'attaque du bateau, qui a été clairement revendiquée. Je crois qu'à partir de cet instant, nous sommes entrés certainement dans une autre phase par rapport à la mise en œuvre de cet accord. Et si vous vous rendez compte, à toutes ces étapes, l'État malien a essayé en tout cas d'avoir une posture assez raisonnable, essayer de gérer cette question en laissant la porte ouverte. Mais si vous vous rendez compte aussi, même par rapport à la caducité de l'accord, je crois qu'avant même qu'il y ait ce constat, vous vous souvenez que la résolution du Conseil de sécurité consacrant le retrait de l'aménagement a été adoptée le 30 juin. Et depuis le mois de juillet, on a eu des discussions avec les Nations Unies pour savoir quel sera le sort de l'accord par rapport et quel sera même le rôle des Nations Unies dans ce contexte. Je pense que dans ce cadre, nous avons eu des échanges avec l'ambassadeur d'Algérie. Ici, nous avons eu des échanges avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui est basé à Dakar. Et ça, il y a des mois. Et nous avons indiqué, depuis ce moment, même si nous n'avons pas claironné ça, mais nous avons indiqué que dans le contexte du départ de l'aménagement et tirant les leçons des acquis, mais aussi de tous les défis que nous avons rencontrés par rapport à l'accord, le Mali ne souhaite pas maintenir une sorte d'internationalisation de ce conflit. Nous voudrions mettre en place une nouvelle dynamique d'appropriation nationale du processus de paix qui fera en sorte que les Maliens puissent eux-mêmes se parler pour trouver des solutions, avec certainement l'accompagnement d'autres. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne veut pas que d'autres puissent contribuer, mais que le processus soit une discussion entre Maliens qui nous fasse avancer. Je pense que ces réunions-là sont consignées. Le représentant spécial du secrétaire général peut témoigner que depuis ce moment, le gouvernement avait indiqué cette volonté d'aller vers ça. Et tous ces incidents qui se sont passés aussi nous ont confortés dans cette décision qu'il faudra que nous puissions nous parler entre nous Maliens pour trouver la solution. Parce qu'au bout du compte, on est arrivé à un moment, on s'est même rendu compte que l'accord est devenu pratiquement un instrument entre les mains d'autres pour pouvoir soit déstabiliser notre pays ou entreprendre des initiatives qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt des Maliens. Et par rapport à ça, il faut que nous tous nous comprenions que cet accord-là est d'abord un accord entre Maliens. Ce n'est pas un traité international en tant que tel, même si c'est un accord interne qui bénéficie de garanties internationales. Mais je pense que, comme nous l'avons indiqué, c'est un peu comme un acte de mariage. Les gens se marient entre eux, ils appellent des témoins, ils appellent des gens qui viennent te garantir. Mais les garants, les témoins, ne peuvent pas décider du maintien du mariage si les concernés eux-mêmes ne veulent pas de ce mariage pour une raison quelconque, mais on peut certainement donner des avis. Moi, je crois que la posture de certains pays pour pouvoir vraiment faire de cet accord leur accord, je crois que dérange fondamentalement les Maliens.
Parce qu'on doit comprendre que, quel que soit le cas de figure, bon, il y a eu cet accord, il y a eu d'autres accords. Il y a eu aussi des acquis par rapport à certains. Même cet accord-là, il y a certaines dispositions qui figurent dans la Constitution du Mali. Il y a eu des actes qui ont été posés, les lois sur la réorganisation territoriale a pris en charge aussi beaucoup d'éléments. Bon, il y a certains aspects qui n'ont pas pu être appliqués aussi, pour plusieurs raisons. Mais je pense que personne ne peut aujourd'hui raisonnablement dire que les Maliens n'ont pas raison de penser qu'ils doivent se parler entre eux. Parce que vous voyez aussi, l'accord, un des défis que nous avions aussi, c'est que c'était essentiellement une discussion avec des gens qui ont pris des armes. Or, nous savons que dans la construction d'un pays, nous-mêmes, on est originaires de beaucoup de localités qui ont les mêmes problèmes que le Nord. Et les gens n'ont pas pris les armes. Et il y a beaucoup de Maliens qui nous critiquaient en disant que mais vous-même, vous encouragez la violence parce que vous ne discutez qu'avec les gens en armes. Et ces gens en armes ne constituent qu'une minorité, même s'ils ont les armes. Et le dialogue intermalien vise justement à élargir cette base. Il y a ceux qui ont pris les armes, il y a certains qui ont déposé des armes, il y a certains qui n'ont pas des armes, mais qui sont essentiels pour la paix dans le pays. Il y a même toute la population. Il y a les populations du Nord, d'ailleurs les gens exagèrent souvent quand ils nous disent que bon, il faut faire la paix avec vos frères du Nord, etc. Quand on écoute certaines chaînes de télévision internationales, mais on est ébahis. Parce que certains pensent que le Nord, il n'y a que les populations Touareg, qui sont une minorité même dans le Nord. Le Nord est majoritairement occupé d'autres populations du Mali. Donc quand on parle de gens du Nord, il faut que les gens comprennent qu'on ne parle pas seulement des Touaregs, des Arabes, il y a aussi la vaste majorité. Donc il y a toute cette dynamique interne qu'il faut prendre en considération pour pouvoir harmoniser. Donc c'est vous dire qu'encore une fois, nous pensons qu'il était important que nous changions de dynamique. Et ça aussi, je pense qu'on ne l'a pas fait par voie de tournée. Le président de la transition lui-même, dans le cadre d'une adresse à la nation, a indiqué qu'il voulait créer une nouvelle dynamique pour aller vers la paix. Et personne n'était exclu, a priori, de cette dynamique, sauf qu'il a tracé juste 3 éléments en disant que seront exclus des discussions tout ce qui touche à l'unité du pays, tout ce qui touche à l'intégrité du territoire national et tout ce qui touche à la laïcité de l'État. Et en plus de ceci, les 3 principes qui guident l'action extérieure du Mali: le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de nos partenaires, et la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. À part ça, il n'y avait pas d'autres limitations. Et hier, je pense que chacun de vous a pu aussi constater la mise en place du comité de pilotage chargé de conduire ce dialogue intermalien, ce comité de pilotage qui comprend plus d'une centaine de personnalités, des hommes, des femmes de qualité du Mali, de toutes les communautés, y compris de la diaspora, dirigée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, qui est une personnalité de haut rang, connue au Mali ici, pour son intégrité et son engagement pour le Mali. Et je pense que les éléments de discours qui ont été prononcés hier sont assez édifiants, je n'ai pas besoin de revenir dessus, mais qui ont pu camper le décor par rapport à ce que nous voulons et ce que nous entendons par ça. Et ce comité se mettra rapidement à pied d'œuvre pour pouvoir dégager ces termes de référence. Ils seront totalement souverains pour décider de comment conduire cette question. En tout cas, a priori, tant que ces lignes sont observées, aucun Malien ne sera exclu. Mais je crois que ce processus sera interne. Voilà, ça sera un processus interne que nous souhaitons que chacun puisse s'inscrire dans cette dynamique. En tout cas, le Mali ne soutiendra pas d'autres initiatives prises à son insu, à son nom ou autrement, si ces initiatives ne sont pas partagées et ne s'inscrivent pas aujourd'hui dans cette dynamique. Il est souvent malheureux que même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils prennent des communiqués, des déclarations en ignorant totalement la volonté des Maliens. Mais encore une fois, il faut qu'on comprenne une chose, on le répète, on le dit,
personne ne peut aimer notre pays plus que nous-mêmes. C'est valable pour chacun de vos pays. Et personne ne connaît mieux les problèmes des Maliens que les Maliens eux-mêmes. Pourtant, on a le sentiment que certains définissent ce que le Mali doit faire, ce qui est important pour le Mali. Mais encore une fois, que ce n'est même pas une affaire du président Goïta, du gouvernement. Même nous, on a des limitations en tant que gouvernement. Mais nous sommes convaincus que nous avons un vieux pays, une vieille civilisation, même si nous avons trébuché un moment, mais nous pensons que les Maliennes et les Maliens ont l'intelligence nécessaire. Nous avons traversé aussi des périodes difficiles au cours de notre histoire. Et faire la paix entre nous n'est pas au-dessus de nos moyens. C'est d'ailleurs même plus durable parce que le Mali a développé ici des systèmes de dialogue intercommunautaire dans le temps dont plusieurs pays se sont inspirés. Donc il est possible de trouver des mécanismes endogènes pour pouvoir trouver des solutions, que ça intègre ceux qui ont pris les armes, ceux qui n'ont pas pris les armes, mais je pense que c'est dans ce cadre-là que les choses vont se faire et nous souhaitons que vous puissiez comprendre que ce n'est pas un jeu de pirouette où on se lève un matin pour juste changer, mais c'est toute une nouvelle dynamique. Hein, et nous souhaitons que ça puisse donner la voix aux Maliens qui vont définir eux-mêmes ce dialogue qui sera un dialogue direct. Et je suis certain qu'entre nous, Maliens ici, s'il y a des gens qui ne peuvent pas parler à certains, il y a d'autres qui trouveront le moyen de, quelles que soient les erreurs que ces Maliens ont commises, je suis certain qu'on trouvera un Malien ou une Malienne qui est en mesure de parler à d'autres personnes pour pouvoir travailler à ramener la paix. Donc nous voudrions vraiment pouvoir vous rassurer par rapport à cela parce qu'on a fait pratiquement 8 ans dans un processus qui a permis certainement d'enregistrer certaines avancées, mais qui n'a pas amené la paix en définitive, quelle que soit la responsabilité du gouvernement ou des mouvements armés ou des limites objectives qui étaient dans le temps. Il ne faut pas prendre aussi l'accord pour en faire un fétiche ou en tout cas pour en faire quelque chose qui est intangible. Bon, je pense que, comme les anglophones le disent, the insanity is to keep doing the same thing all over again and expect a different result. Donc tu ne peux pas continuer à faire la même chose et répéter cette même chose qui ne produit pas de résultat et que tu attends un résultat différent. Donc à un moment, il faut vraiment être pragmatique, réaliste, comprendre cela et pouvoir avancer. Je crois que ce n'est pas l'accord qui est le plus important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est le Mali. C'est l'unité des Maliens. C'est la paix entre les Maliens. C'est qu'est-ce qui est durable pour notre pays. Et naturellement, nous restons modestes pour pouvoir tendre la main. Quel que soit le pays, l'entité qui peut aider à apporter sa contribution dans ce cadre-là, elle est la bienvenue. Pour autant que les Maliens soient au centre et pas autre chose. Donc en tout cas, c'est le choix qui a été fait. Et nous avons l'espoir que ceci nous permettra de pouvoir vraiment tirer les leçons de tous les accords précédents. Chaque accord a eu certainement des avancées, des difficultés, et nous espérons que dans cette approche inclusive, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion aussi de contribuer aux différents processus de paix pourront être là, mais ceci n'est possible naturellement que s'il y a un État qui contrôle son territoire, qui ait une armée qui puisse assurer la protection des personnes et des biens. Parce que aussi on ne peut pas justement, c'est les parties du pays qui n'étaient pas sous le contrôle de l'État, ce sont ces parties qui étaient utilisées pour des activités criminelles ou favoriser le terrorisme. Et je pense que nous voudrions pouvoir vraiment mettre fin à ça et ne pas constater ça. Je suis sûr qu'aucun de vos pays n'acceptera que le pays ou une partie du pays soit prise en otage par un groupe. Parce que le Mali nous appartient tous. Mais aucun Malien n'a plus de droits sur une partie du territoire qu'un autre Malien.
Je pense que ça, c'est vraiment la dynamique. Ça, c'était par rapport à ce processus. Donc, nous allons suivre un peu le déroulement de la feuille de route quand la commission elle-même sera en place. Je crois qu'ils pourront eux-mêmes définir un peu la façon de travailler, certainement aussi interagir souvent avec nous ou avec d'autres entités. Le deuxième point que je voudrais pouvoir aborder, ça c'est le retrait de la CEDEAO. Vous savez, nous, c'est toujours avec beaucoup de peine que nous prenons ce type de décision de nous sortir d'une intégration dont la vocation est de rassembler et d'intégrer nos pays. Je salue ici la présence parmi nous du représentant spécial, de la CEDEAO, avec lequel nous avons eu des relations de collaboration. Il ne s'agit pas d'une question à un niveau individuel naturellement, c'est au niveau d'une institution à laquelle nous avons appartenu. Vous savez, ici, c'est d'abord le pays du président Modibo Keïta, qui a mis déjà depuis la première constitution du Mali que notre pays est prêt à abandonner tout ou partie de notre souveraineté pour réaliser l'unité africaine. Et cet engagement a été constant dans toutes les constitutions du Mali. Notre génération et la génération qui vient après nous ne sera pas celle qui va mettre fin à ça. Pour nous, l'idéal panafricain est toujours là, mais cet idéal a été quelquefois travesti ou extraverti ou instrumentalisé pour d'autres agendas. Je pense que c'est ce travestissement que nous dénonçons et non l'idéal lui-même. Nous en sommes arrivés à ça à cause de plusieurs constats. Parce que nous sommes dans une organisation. Toute organisation est d'abord bâtie sur des règles. Parce que s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'organisation. Et l'organisation, sa survie, c'est de pouvoir travailler dans le cadre des accords, parce que les textes qu'ils ont, c'est les textes que nous avons ratifiés qui leur donnent ces pouvoirs. Et souvent, nous avons abandonné notre souveraineté pour donner à ces organisations pour faire un certain nombre de travail. Donc, ça, par rapport à ça, c'est extrêmement important que les organisations auxquelles nous appartenons respectent les textes, parce que ces organisations et leurs dirigeants ne sont pas au-dessus de ces textes. Pour le cas du Mali en particulier, je viendrai au Niger. On dit que le Mali a été suspendu, etc. On n'a aucun problème. Qu'on ait suspendu des instances de l'organisation, on ne s'est jamais plaint. Parce qu'on sait que ça existe dans les textes. Mais là où ça pose problème, on est venu, on a fermé les frontières du Mali, hermétiquement. On a pris possession de nos avoirs dans les banques partout. Ce n'est dans aucun texte, malheureusement. Aucun texte. Et jusqu'à ce jour, depuis 2 ans, on demande aux gens, montrez-nous quel passage du traité de la CEDEAO indique que vous pouvez fermer les frontières. Je crois que le président Bazoum, à l'époque où il était président, lui-même l'avait déclaré que le Niger n'était pas associé à la fermeture des frontières du Mali parce que ce n'était dans aucun texte. Bien sûr, après, sa position a évolué. Ça n'existait pas. Et je pense que tout ça, ça nous a mené à nous poser des questions. Est-ce que ces organisations sont pour nous ou c'est pour autre chose? Parce qu'un groupe de dirigeants ne peut pas se réunir, utiliser les textes à leur guise. On est sorti de ça. On a fait 7-8 mois de fermeture de frontières. Mais là, nous avons commencé à mettre les gens en garde. On dit qu'il faut faire extrêmement attention parce que là où nos dirigeants sont en train de nous amener, vous prenez des mesures, des sanctions qui touchent aux populations. Ces organisations ont été créées pour ces populations. Au bout du compte, c'est l'idéal même d'intégration que vous allez attaquer parce que les gens ne se sentiront plus ensemble. Après ça, le cas du Niger est venu. C'était pire encore. Parce que quand on est dans une union ou dans une communauté, mais on n'attaque pas les autres membres de la communauté. On a nos amis européens ici. Vous imaginez qu'au sein de l'Union européenne, vous avez vu 2 États qui s'élèvent, ils vont attaquer un autre? Non.
Parce qu'il y a même un pacte de non-agression au sein de ces organisations. Et puis on s'élève un jour, on dit, bon, on va attaquer ou agresser le Niger. Mais la CEDEAO n'a même pas la capacité d'attaquer le Niger. C'est évident que c'est les puissances extérieures qui instrumentalisent la CEDEAO pour leur agenda propre. Sinon, la force en attente de la CEDEAO dont on parle, mais ça existe depuis que nous, on était stagiaires. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, c'est la collusion de l'organisation ou de certains dirigeants de l'organisation avec des puissances extérieures pour agresser un pays. À partir de ce moment, nous sommes tous en insécurité. C'est pourquoi le Mali, le Burkina, on s'est levé. Et si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez aussi. Parce que c'était évident que ce n'était pas la démocratie qui était en question. La démocratie est violée dans tous les pays. Tout le monde s'assoit et regarde tous les jours. Personne ne s'est levé pour dire quelque chose. On se lève parce que le chef d'État est tombé, on va casser un pays, on coupe l'électricité à toute une population. Est-ce que 26 millions de gens, c'est eux qui sont importants ou c'est un individu? Parce que tout ça nous a amené un peu à comprendre que ces organisations ne sont plus sous le contrôle, sous notre contrôle à nous. À partir de cet instant, je ne peux pas donner le pouvoir à quelqu'un et que cette personne utilise ce pouvoir comme une arme contre moi. Je ne peux pas déposer mon argent dans une banque centrale et que cette banque centrale devienne un instrument pour me punir. Mais il y a un problème, quelque part. Donc c'est pourquoi nous avons dit que l'organisation est devenue une menace pour sa population et nous ne pouvons pas continuer à ce que d'autres se lèvent. Ils utilisent l'organisation. Vous avez vu, il y a eu des sommets de la CEDEAO où certains dirigeants même ont pu prédire les conclusions des sommets, mais ce n'est pas sérieux. Bon, donc, on avait peut-être l'option de s'asseoir, de continuer à fermer l'œil, mais si ça devient une question de survie, que l'organisation à laquelle tu as transféré tes pouvoirs soit utilisé pour t'abattre, à un moment, il faut peut-être mettre de là. C'est pourquoi nous, le Mali, le Burkina, le Niger, nous avons analysé la situation, nous avons regardé toutes les menaces qui sont quotidiennes, des tentatives de déstabilisation, souvent couvertes par l'organisation à l'égard de nos pays. On ne peut pas être dans une organisation et être sous menace quotidiennement. Je pense que c'est en tirant un peu les conclusions de tout ça, nous avons décidé un moment, bon, comme on se sent pas à l'aise là où on est, et puis on est même rejeté, parce que ça fait 1 an que nous ne sommes associés à rien dans l'organisation. Tout le gouvernement du Mali est sous sanction, interdiction de voyager, les biens saisis, tout le monde, tout le CNT, tout le gouvernement, il ne restait que le président et le ministre des Affaires étrangères. En janvier 2023, à Addis Abeba, la CEDEAO s'est réunie pour dire que non, parce que vous avez demandé de lever les sanctions, on va même punir les ministres des Affaires étrangères et les chefs d'État. C'est ce qui a fait que pendant 1 an, on est dans une impasse politique. Il n'y a aucun contact, aucun échange. Nous, on ne se sent même pas membre de ça. Moi, je peux aller à Washington, je peux aller à Paris, je peux aller à Bruxelles, je ne peux pas aller à Dakar, je ne peux pas aller à Abidjan. Comment vous voulez qu'on puisse trouver une solution au problème? Je sais que récemment, ils ont levé ces mesures-là, mais ça a laissé des traces. Donc, depuis 1 an, donc, on a constaté vraiment qu'il faut que nous travaillions dans une autre dynamique. C'est pourquoi on a mis en place l'Alliance des États du Sahel. Je reviendrai dessus plus tard, mais je pense que nous avons décidé de travailler pour la réalisation de l'idéal panafricain, mais autrement, en mettant en place une structure qui soit plus souveraine, qui travaille dans l'intérêt de nos populations, qui ne soit pas instrumentalisée par d'autres parce qu'ils donnent de l'argent, ils fixent un agenda. Donc je pense que c'est ce qui nous a amené à ça. Vous avez suivi le communiqué qui a été fait conjointement par les 3 pays pour se retirer sans délai de la CEDEAO. Naturellement, ça aussi, ça a été commenté. Nous avons reçu aussi des réponses de la CEDEAO en disant que oui, on a reçu, mais vous êtes tenus
suivant l'article 91, de respecter un délai d'1 an pour que ça se matérialise. Quand j'ai vu ça, quand même, je me suis interrogé, j'ai dit, mais c'est quand même curieux. On a été sanctionné pendant des mois, personne n'a été capable de me montrer un seul article qui indiquait que ma frontière est fermée. Subitement, je vais me retirer, on me dit que non, il y a l'article 91. Non, mais c'est les responsables de l'organisation qui ont commencé à violer les textes. Et comment, après avoir violé, maintenant, vous pouvez nous demander, nous, de respecter? Parce que c'est l'organisation qui doit respecter d'abord, et les dirigeants respectent pour pouvoir forcer les autres à respecter. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas. Parce que la CEDEAO elle-même ne respecte pas ces règles. Elle aurait dû d'abord nous indiquer l'article qui a été utilisé pour fermer les frontières du Mali. Et là, elle n'aurait plus de crédit de nous dire que vous avez l'article 91. Pourquoi nous, on n'est pas liés par de telles dispositions, parce que l'organisation même a violé de façon substantielle ces textes. Donc ça, c'est là où nous en sommes par rapport à la CEDEAO. Naturellement, nous sommes toujours désirés en dehors de la CEDEAO de maintenir des rapports fraternels, cordiaux, des rapports de voisinage avec nos frères et sœurs de la région. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes contre tel pays, nous sommes des frères. Même si nous avons des divergences politiques souvent avec certains dirigeants, nous pensons que nous sommes toujours des frères et des voisins, et ça, nous ne pouvons pas effacer. Je rappelle que nous avions des rapports avant la CEDEAO. Nous allons pouvoir continuer des rapports après la CEDEAO, parce que nos pays sont des pays éternels. Les organisations sont là pour faciliter les choses. C'est nous qui faisons exister les organisations, ce n'est pas les organisations qui nous font exister. Malheureusement, les actes que ces organisations ont posés les rendent responsables elles-mêmes de cette déliquescence du sentiment d'intégration. L'autre jour, j'ai donné un exemple à quelqu'un par rapport à ce qui s'est passé au Niger. Je crois qu'on a certainement nos amis du Niger et du Nigeria ici. J'ai dit, mais on s'est levé un jour, on a coupé l'électricité à la population du Niger. Mais l'électricité que le Nigeria fournit au Niger n'est pas gratuite. Le Niger paye la facture. Mais le Niger a dû faire un deal avec le Nigeria parce que le Niger voulait construire le barrage de Kandaji sur le fleuve Niger. Le Nigeria a dit que non, 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 si vous construisez le barrage, je n'aurai pas d'eau. Arrêtez ça, et puis, de telle manière que nous puissions je ne comprends pas ce qu'il dit. Ok, donc, je disais donc qu'il y avait le Niger a dû renoncer, en tout cas arrêter ou mettre en veilleuse la construction de ce barrage pour ne pas créer des problèmes au Nigeria. Mais maintenant qu'on veut faire des sanctions, quelqu'un appelle le Nigeria et puis on dit couper l'électricité, on coupe l'électricité à toute la population. Demain, c'est ce que je disais aux gens, je dis que l'impact sur l'intégration, ça sera grave parce que demain le Niger ne voudra jamais arrêter son projet national pour un projet régional. Nous, Mali, Burkina ou d'autres, on va toujours tous se poser la question, est-ce que je veux faire un projet d'intégration avec tel ou tel pays si les gens peuvent juste se lever un matin parce qu'on veut punir une population, on ferme. Les mesures qu'on prend contre les États, suspension des ordres, tout ça, ça passe. Mais à partir du moment où on commence à sanctionner les populations, ça a un effet durable. Parce que je suis certain que les Nigériens ou les Maliens n'oublieront pas de sitôt certaines actions qui ont été entreprises contre eux. Et ça amène des facteurs de tension entre les populations. On doit garder les problèmes au niveau des États, des gouvernements. Il ne faut pas qu'on fasse descendre ça au niveau de nos populations. Moi, je crois que ça, c'est pour ce qui concerne ce cas en particulier. Donc, nous allons continuer à travailler et à trouver les cadres nécessaires pour la continuation de l'effort à ce niveau. En tout cas, même les autres organisations qu'on n'a pas quittées encore doivent comprendre que nous serons prêts à nous assumer s'ils jouent le même jeu encore. S'ils jouent le même jeu de violer leurs propres textes et d'être des armes contre nous.
Et je crois qu'aucune organisation ne sera épargnée par rapport à ça. Ça, il faut vraiment qu'on comprenne ça. Et j'espère que notre retrait... Donc, c'est ça, donc je voulais dire que c'est ça un peu le gros danger que nous courons par rapport à ça. Mais nous allons continuer à travailler dans ce cadre-là. Maintenant, pour ce qui concerne l'aménagement, je pense que je ne vais pas être très long sur l'aménagement, sauf à constater que nous avons pu, les Nations Unies et nous, arriver à concrétiser ce retrait qui est effectif depuis le 31 décembre. Certes, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y a eu des manquements graves qui ont failli faire perturber tout le processus. Nous avons perdu beaucoup d'hommes dans cet exercice, mais au bout du compte, je pense que le retrait s'est effectué. Et tous ceux qui avaient prédit que si l'aménagement part le lendemain, l'État malien va s'écrouler, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que nous y étions préparés. Il y a eu des sacrifices et des efforts importants de l'État et des populations maliennes pour que ça se fasse. Et ce retrait s'est fait en préservant l'intégrité du territoire national et en permettant un déploiement de notre armée et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Naturellement, nous travaillons au quotidien avec des défis importants pour apporter l'assistance, les services sociaux de base aux populations, permettre aux personnes déplacées de revenir, permettre à certaines personnes aussi qui sont parties ailleurs pour lancer des messages d'apaisement à ce niveau. Donc, je voudrais vraiment pouvoir constater cela et dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de liquidation. Il y a une petite unité qui est sur place ici avec laquelle nous travaillons dans la phase de liquidation. Mais je voudrais vraiment donner l'assurance aux fonds, agences, programmes et autres structures des Nations Unies qui sont ici, qui peuvent continuer à faire leur travail et que l'État malien assumera sa responsabilité dans la limite des ressources et des moyens disponibles pour pouvoir assurer leur sécurité pour continuer à travailler au bénéfice des populations maliennes. Donc ça, je voulais vraiment pouvoir indiquer cela. Maintenant, le dernier point que j'avais, c'était l'Alliance des États du Sahel, même si je sais que j'ai un peu touché à ça quand je parlais de la CEDEAO, même s'il ne faut pas opposer, les deux, mais on sait, le 16 septembre, la charte qui crée l'Alliance a été créée dans quel cadre? C'était dans le cadre vraiment d'un contexte d'agression armée planifiée contre un pays de la région que nous voudrions stopper. Je pense que nous avons pu le faire, sans doute pas seuls, mais je pense que notre action a certainement été décisive pour que les gens comprennent la gravité de ce qui se préparait. Parce que ceux qui nous instrumentalisent, qui viennent créer des conflits chez nous, quand les gens vont mourir et ils vont partir demain, mais nous, on va rester ici. On a toujours cité le cas de la Libye, il y a eu des problèmes. Ceux qui ont créé ces problèmes ne sont même pas là pour assumer la responsabilité. C'est le Mali qui n'a même pas de frontière avec la Libye qui a ces problèmes. Donc je pense que ça, c'était important qu'on aille dans ça. Et une fois qu'on a mis en place ce pacte militaire, on s'est rendu compte que c'était vraiment insuffisant. Il faut que nous travaillions pour renforcer aussi la dimension du développement économique. Au mois le 25 novembre, s'était tenue d'ailleurs à Bamako la réunion des ministres en charge des questions de développement, ministre de l'économie et des finances. Ils ont fait un certain nombre de recommandations que vous avez vues par rapport au renforcement de l'intégration économique, commerciale, monétaire et financière entre nos États membres. Et nous travaillons à pouvoir renforcer ces segments. Et aussi, les ministres des Affaires étrangères également se sont réunis le 30 novembre et le 1er décembre ici à Bamako. Et ils ont recommandé l'élargissement des domaines de compétences de l'Alliance, du sécuritaire au volet développement économique et même au volet coordination des actions politiques et diplomatiques. Et les ministres ont proposé aussi au chef d'État de mettre en place une confédération pour que cette confédération soit la première phase pour aller vers une fédération. Et dans les semaines à venir, nous attendons un sommet des chefs d'État pour pouvoir matérialiser cette volonté d'aller vers cette nouvelle approche
d'une intégration qui soit tournée vers la prise en compte des préoccupations de nos populations, un mécanisme d'intégration qui est fondé sur la solidarité. Avec la CEDEAO, c'est le problème qu'on a eu. On est dans une organisation où il n'y a pas de solidarité. Nos gens sont morts ici pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on a dit à nos frères et sœurs de la région, vous avez fait quoi par rapport à ça pour se donner le droit de dicter les choses à nos pays? Pendant que vous n'êtes pas en mesure de nous aider à lutter contre les terroristes, subitement, vous pouvez créer une armée pour aller installer un chef d'État. Est-ce que c'est ça la solidarité? Est-ce que la solidarité, c'est couper des médicaments pour des populations? À Niamey, il y a encore des gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Est-ce que c'est ça l'intégration? Est-ce que nos dirigeants peuvent aller regarder les populations du Niger dans les yeux pour leur dire que c'est pour ça que vous nous avez créés? C'est pourquoi on se dit que même à l'Union africaine, on a les mêmes problèmes. On dit aux gens, vous venez. Chacun vient avec sa liste, retour à l'ordre constitutionnel, ils ont 10 points. Mais on dit, mais le gros problème qu'on a là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour nous aider? Il n'y a rien. On se bat avec nos propres moyens. On se sent délaissé. Mais si c'est d'autres problèmes qui se lèvent, les gens sont là pour aller faire des communiqués, aller faire des trucs. Maintenant, même quand les gens meurent dans nos pays, ces organisations arrivent à peine à faire des communiqués. Pourtant, ils sont propres à dire que faire de gros rapports, la situation sécuritaire s'est détériorée. Pourtant, quand l'État malien a pris Kidal, tout le monde s'est tué. Personne. Mais quand un terroriste attaque quelque part, mais c'est une floraison. On dirait que même dans les radios internationales, ils sont plus contents quand les terroristes nous tuent que quand nous, on tue les terroristes. Mais c'est une aberration totale. Donc ce sont vraiment ces quelques points que nous avons voulu introduire avec vous dans le cadre de cet échange. Je voudrais aussi pouvoir me tenir à votre disposition pour pouvoir apporter des clarifications supplémentaires, des questions de compréhension, mais aussi écouter vos conseils, votre ressenti, parce que beaucoup d'entre vous, vous vivez au sein de la population malienne. Peut-être que vous ressentez des choses que nous ne ressentons pas nécessairement, mais dans tous les cas, vous êtes accrédités ici. Notre souhait, c'est que vous puissiez former votre opinion sur la base de ce qui est objectif, et non sans doute sur la base de la une des journaux ou de certaines personnalités qui se lèvent à gauche, à droite, qui font des déclarations. Bon, vous allez mettre tout ça ensemble pour vous faire une idée, très certainement, mais nous avons le devoir de vous dire sur quelle base nous agissons. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, ce n'est pas ça le plus important, mais par respect pour vous, nous avons l'obligation, en tout cas, d'échanger avec vous sur ces questions. Je vais m'arrêter là et puis inviter notre frère, l'ambassadeur de l'État du Qatar, qui est vice-doyen du corps diplomatique, de partager avec nous sa perspective. Merci.